Bienvenue sur ce plateau sur lequel nous accueillons le secrétaire général du mouvement arabe de l'Azawad, M. Sid Ibrahim Ould Sidat. Merci, bonsoir. Un des dirigeants des mouvements nord azawadi, signataire de la dernière déclaration d'Alger. Tout d'abord, Monsieur le secrétaire général, on sait que votre mouvement est relativement récent parce qu'il est né lors des dernières opérations dans le nord du Mali. Il a pris d'abord le nom du Front de libération nationale de l'Azawad, qui par après est devenu le mouvement arabe de l'Azawad. Donc, pourriez-vous nous faire un peu l'historique du mouvement ces 3 dernières années? Merci. Tout d'abord, avant de répondre à la question, je préfère vous remercier la télévision du Sahel pour nous avoir donné l'occasion de cet entretien, mais à travers vous aussi remercier tout le peuple mauritanien et particulièrement son président de la République de tous les efforts que vous avez consentis à nous-mêmes et à nos populations dans les péripéties de calamités et de catastrophes que l'Azawad a connues. Et ceci depuis l'indépendance jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est des remerciements à nos frères et nous verrons vraiment que cette occasion nous est offerte pour que tout le monde comprenne que nous comprenons l'acte que nos frères mauritaniens ont fait et ont consenti pour nos populations. On vous remercie par rapport à ça. Pour venir à votre question, je vais aller beaucoup plus loin pour parler de la communauté arabe bien à la veille de l'indépendance, parce que ces problèmes remontent bien plus loin. À la veille de l'indépendance, la communauté arabe, autant que les autres communautés du Nord, Mali, que nous appelons Azawad, ont manifesté leur désir de ne pas partir avec le gouvernement, la fédération du Mali à l'époque. Et nous avons un grand leader de ce mouvement arabe qui s'appelle Mohamed Mahmoud Lamrani, qui a beaucoup lutté dans ce cadre. Et dans les années 92, la communauté arabe aussi a participé aux rébellions sous le nom du FIA, du Front islamique arabe de l'Azawad. Et moi je pense aussi que le FLA est une continuité de ce processus de lutte de la communauté par rapport à la communauté arabe, par rapport à sa destinée et à son existence dans l'Azawad. Donc comme vous venez de dire, nous avons créé le mouvement le 2 avril 2012 sous le nom de FLNA, et que plus tard, le 7e mois 2012, il a pris le nom du MAA. Donc le MMA est signataire de l'accord de Ouaga sous forme d'adhérent. Il est aussi signataire du cessez-le-feu du 23 mars dernier sous la présidence du chef de l'État mauritanien, président de l'unité africaine, son Excellence Ould Abdelaziz. Et je pense que le mouvement aussi a participé à toutes les étapes du processus dans l'Azawad. D'accord. Donc on sait qu'en mai dernier, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, avait arraché, disons, un cessez-le-feu. Bon, on sait que le chemin pour la paix n'est pas facile, et il peut paraître assez long, d'autant que la zone du nord du Mali est une zone très complexe. Ça en est suivi les négociations ou ce qu'on peut appeler la déclaration d'Alger, une déclaration dont vous êtes signataire avec 2 autres mouvements, le MNLA et le HCIA, sous l'égide de l'Algérie et des autres pays du Sahel. Quelle est la portée de cette déclaration et quelle garantie donne-t-elle pour une paix durable et une réconciliation
sur la base, parce que à la base de cette plateforme, il y a quand même l'appel ou l'engagement des partis pour un dialogue inclusif intermalien. Je vais un peu aller plus loin pour dire que les trois mouvements, les MA, les MNLA et les HCA, après la signature de l'accord de Ouaga, 3 mois plus tard, ont entamé une procédure de créer une coordination entre les trois mouvements. Ils ont mis en commun une plateforme de revendication, un projet de société, une coordination politique qui nous permettait de pouvoir négocier avec le Mali comme ceci est stimulé dans l'accord de Ouaga. Mais les choses n'ont pas avancé dans le sens voulu et les pourparlers ou les négociations qui devraient commencer 2 mois après la mise en place, la nomination du président, l'élection du président, n'ont pas évolué dans ce sens. Mais les trois mouvements ont continué dans la même procédure pour montrer leur volonté et leur engagement à trouver la paix à travers le dialogue. C'est ainsi qu'on a été à Rome pour affiner cette plateforme, ces revendications et mettre une feuille de route qui nous permettait aussi de notre vision par rapport à la résolution du problème. Le 17 au 21 mai, les événements de Kidal sont venus et à quelque chose malheur est bon. Je pense qu'à partir de cette date, il était clair pour chacun des partis, que ce soit pour nous, c'était notre vision, mais il était clair pour le gouvernement du Mali que la solution ne peut pas être une solution armée, qu'il fallait une solution politique, une solution négociée. Puisque le problème, dans son essence, est un problème politique. C'est un problème qui date de très longtemps, depuis la veille de l'indépendance, parce que vous savez que l'indépendance a été faite à la hâte et nous n'avions pas pris, on n'a pas pris tout le temps de créer une nation malienne où tout le monde s'y reconnaît. Donc, l'indépendance a été acquise à travers une hâte, sans pourtant qu'il y ait un engagement ou un contrat social entre le gouvernement du Mali et les communautés nomades du Nord. Ce problème a continué durant tout le temps. Donc le problème il est d'essence politique. Le gouvernement malien ne voulait pas le comprendre, mais je pense qu'après les événements de Kidal, le gouvernement malien a compris, ou l'opinion internationale a compris que tout le monde, même au niveau mondial, on a compris que le problème ne peut être résolu que politiquement. Donc dès lors, il y a eu l'initiative d'Alger, où on a invité les mouvements dont notre mouvement est signataire, et nous avons fait la déclaration d'Alger du 5 mai. Cette déclaration d'Alger, elle montre tout simplement notre volonté d'aller aux négociations et qu'il faut que la paix ne se décrète pas, elle se négocie entre deux parties en belligérance. Nos trois mouvements d'une part et le gouvernement de l'un de l'autre, et qu'il faut un médiateur et que ce soit dans un pays neutre et que nous nous engageons à respecter le cessez-le-feu arraché le 23 mai par le président en exercice de l'Union africaine, et ainsi de suite. Donc c'est aussi pour vous dire que ce qui s'est passé à Alger, c'était une phase préparatoire. C'est-à-dire que c'est une phase préparatoire pour que le gouvernement malien et les mouvements avancent dans le sens de la négociation. Et il y aura une autre phase qui va commencer peut-être le 14 ou le 15, qui sera une phase initiale. Il y aura beaucoup de phases avant même les négociations proprement dites. Et que c'est d'abord une première phase préparatoire dans laquelle il y a une volonté seulement d'aller à la négociation avec nos conditions qu'on a exigées de médiateur international, une médiation internationale et en terrain neutre. Voici un peu ce qui en sort de la déclaration.
Justement, là, on sait que les réunions d'Alger, ce sont des réunions, comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, ce sont des réunions préliminaires, des réunions préparatoires. Mais justement, au cours de ces réunions d'Alger, vous avez été rattrapé par 3 autres mouvements, c'est-à-dire le CPA, la Coordination pour le peuple de l'Azawad, la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance, et la frange dissidente du mouvement arabe de l'Azawad. À l'inverse de la revendication autonomiste que vous présentez, vous, les MNLA et les HCIA, ces 3 autres mouvements, justement, ont signé une plateforme indiquant le plein respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Mali. Comment pensez-vous allier tous ces points de vue pour les plus, on va dire, divergents? Donc, je suis d'accord avec vous, parce qu'en fait, ces 3 mouvements, c'est des mouvements qui ont la même revendication que le gouvernement du Mali. C'est en quelque sorte des photocopies des mouvements, des autres 3 mouvements, et c'est la nature, ça a été toujours comme ça. Tous les peuples qui ont cherché à aller à l'indépendance ont trouvé en face d'eux une partie de ces peuples qui sont monopolisés par le gouvernement qui est en place. Et je pense que c'est de bonnes guerres. C'est des gens qui ont une vision du Mali, et on ne peut pas faire la différence entre ces mouvements et le Mali. Donc ces mouvements réclament ce que le Mali réclame. Cela veut dire que dans une négociation, vous aviez 2 parties. Il ne peut pas avoir une 3e partie dans une négociation. Il y a ceux qui demandent, ceux qui sont belligérants, et ceux qui ne sont pas belligérants, ils s'arrangent du côté du gouvernement. Ils auront la même revendication que le gouvernement, parce qu'ils n'ont pas en réalité de revendication. Ce qu'ils stipulent, c'est exactement ce que le gouvernement va déposer sur la table. Parce que c'est des mouvements qui ont été faits par le Mali, c'est des mouvements qui sont financés par le gouvernement du Mali, et c'est aussi des mouvements qui sont créés sur une base ethnique. Parce qu'il faut comprendre que le Mali, depuis l'indépendance, a toujours essayé de créer, d'armer, de faire des milices armées pour créer des branches armées entre les différentes populations, pour que la zone devienne chaque fois instable et pour que l'administration puisse continuer dans l'instabilité. Je pense que ça a été depuis l'indépendance, c'était comme ça. Et c'est toujours la politique, il continue à le faire. C'est cette guerre interethnique qui sévit et qui est en fait la source de tous les problèmes que nous connaissons. Parce que l'État n'a jamais voulu à ce que les populations soient organisées, parce qu'elles vont revendiquer. Et pour les empêcher de faire des revendications, il faut créer ce problème interethnique, intercommunautaire entre eux. Vous connaissez le problème entre les Arabes et les Kunta, le problème Ifokas, Imqad, il y a le problème Idnan, Imqad. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont comme ça. C'est le problème entre sédentaires et éleveurs. Tous ces problèmes ont été créés de toutes pièces par le gouvernement du Mali, comme les Gandakoy. C'est en réalité des mouvements qui sont armés par le gouvernement du malien et dont l'objectif c'est de créer ce problème entre les différentes communautés et empêcher à ce que le problème puisse être posé et qu'on trouve une solution. Donc ne pensez-vous pas qu'au nord du Mali, justement, la situation est tellement complexe qu'il est très difficile de savoir qui est qui fait quoi? Si on prend l'exemple de la dernière alliance que vous avez faite avec les HCIA et les MNLA, un mouvement que vous avez combattu il y a quelques années, et vous êtes réconciliés. Il y a maintenant ces 3 mouvements que vous prétendez être à la solde ou qu'ils défendent la position du gouvernement malien. Ne pensez-vous pas que tout cela est assez fragile, d'autant que le président français François Hollande doit entamer une visite dans la zone, je crois, fin juillet, début août, et on parle d'une perspective du retrait des troupes françaises. L'absence, si vous voulez, de troupes sur place, même avec la MINUSMA, est-ce que cela peut garantir une paix, surtout que même après le cessez-le-feu, jusqu'à hier ou avant-hier, il y a des accrochages qui auraient opposé votre mouvement et d'autres mouvements armés sur place? Tout simplement, je suis d'accord avec vous que le problème est très complexe. Et il faut dire aussi que le problème là, ce n'est pas un nouveau problème.
c'est le résultat de plusieurs années de séquelles, d'insécurité et de toutes sortes. Il y a beaucoup d'intervenants et la zone n'a jamais été administrée par aucun gouvernement. Imaginez-vous une partie, les 2/3 du Mali, la Zawad représente les 2/3 du Mali. Durant 50 années, ce territoire n'a jamais connu une administration. Cela veut dire que l'État, le gouvernement du Mali, n'a jamais administré cette zone. Et il n'y a pas eu un contrat social. Cela veut dire qu'une population pour laquelle vous n'assumez pas sa sécurité, l'éducation n'est pas faite, la santé, ça veut dire que vous n'avez pas un contrat avec cette population. Donc, cette population peut ne pas reconnaître le gouvernement du Mali. Et mieux que ça, je vous donne un exemple. La rébellion de 64, Dibi Silla, le commandant Dibi Silla, qui était en ce temps chef des opérations pour la rébellion de 1964, disait le 22 septembre 1964 que ça fait 4 ans que le Mali est indépendant et ça fait 4 ans que les nomades ne connaissent pas la différence entre le Mali et Modibo Keïta. Ils ne savent pas si c'est Modibo Keïta l'État ou si c'est le Mali qui est l'État. Cela veut dire que ces populations n'ont pas été associées. On ne peut pas faire partir d'un État pour lequel les gens n'ont pas opté d'une manière massive à appartenir. Donc c'est ce problème d'insécurité, c'est ce problème de lacunes, de non-gestion et de désordre qui a été fait de toutes pièces et qui a entretenu pendant 50 ans, qui existe aujourd'hui là. Et tant que les populations n'ont pas pu, tant que la communauté internationale, et tant que les pays limitrophes ne comprennent pas qu'aujourd'hui il faut donner à ces populations la responsabilité de gestion de leur territoire, il y aura toujours ce problème, il y aura toujours ce désordre et on ne saura pas qui est responsable de quoi. Parce qu'en réalité, pour avoir une stabilité, il faut avoir un État qui gouverne. Un lieu où il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas une gouvernance. Comment voulez-vous qu'il y ait une stabilité? Comment voulez-vous qu'on sache qui fait quoi? Il faut une certaine responsabilité. Ce territoire qui représente les 2/3 de l'ensemble du Mali, la Zawad, est aujourd'hui sans autorité. Et depuis, ça fait 60 ans qu'il n'a pas d'autorité. 60 ans où c'est abandonné à lui-même. De Tombouctou jusqu'à au-delà de Toudeni Al-Hank, qui est la frontière, le Mali, aucune administration malienne n'est arrivée. Donc vous aviez 2500 km qui n'ont jamais été contrôlés par aucun État et dans lesquels chacun peut faire ce qu'il veut. Voici un peu les conséquences de tous ces problèmes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous vivons ces problèmes d'insécurité où il y a un problème difficile à régler. Mais la solution, c'est de responsabiliser ces populations, c'est de dire que c'est des populations qui ont une vision politique, qui ont un projet de société et avec lesquels il faut obligatoirement composer. Ils ont une vision de leur territoire. Ils sont les seuls à pouvoir défendre ce territoire et se l'organiser. Tant que les gens ne viennent pas à cette philosophie, à cette vision, il y aura toujours l'insécurité et on ne saura jamais qui fait quoi. Et la zone sera toujours bouleversante et prête à exploser à n'importe quel moment. Et selon vous, quelle est la source de cette insécurité justement? Si l'on sait que l'approche mauritanienne ces dernières années avait fermé les frontières mauritaniennes, et dans une moindre mesure aussi, c'est pratiquement la même approche envisagée par l'Algérie pour éviter le retrait de groupes de narcotrafiquants ou de groupes terroristes. Maintenant, au nord du Mali, quels sont les groupes réellement qui provoquent cette insécurité? Donc, moi je suis d'accord avec vous que le Mauritanie a fait cet effort, l'Algérie a fait le même effort, mais en réalité, du côté du gouvernement du Mali, il n'y avait pas avec qui composer. Même si la Mauritanie ferme sa frontière, vous connaissez la difficulté de nos frontières, c'est des frontières qui sont poreuses, il est très difficile de pouvoir les fermer, que ce soit du côté de l'Algérie, que ce soit du côté de la Mauritanie, parce que vous avez les mêmes populations, vous avez les mêmes peuples, il est très difficile de pouvoir le fermer à 100%, mais au moins il faut aussi en contrepartie qu'il faut une autorité avec laquelle ces populations doivent composer, ces États doivent composer, ça n'existe pas. Du côté de ATT, quand le président ATT était le président de la République du Mali, il n'avait pas pu être un interlocuteur par rapport à ces États. Et obligatoirement, il faut une responsabilité. Il faut à un moment donné organiser ces groupes. Parce qu'en quelque sorte, aujourd'hui, on sait qui fait quoi. On sait les mouvements qui demandent une cause, qui ont une légitimité.
On connaît des mouvements qui ne sont pas qui ne sont pas, si vous voulez, en mèche avec les groupes extrémistes. Mais ces mouvements-là, il faut essayer de les organiser. Il faut les organiser. Il faut leur donner les moyens pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se sécuriser et pouvoir être responsable vis-à-vis des autres intervenants. Et tant que maintenant on essaye parce que la vision c'est quoi? C'est qu'on essaie maintenant de détruire ces mouvements, soit en les créant des problèmes, des photocopies par rapport à un mouvement, à les détruire ainsi de suite, parce que c'est ça la volonté de l'État. Les États ont des intérêts, ils n'ont pas des sentiments. Et les intérêts c'est quoi? C'est que cette zone, en tout cas par rapport au Mali, ils ne veulent pas qu'il n'y aura pas une stabilité. Ils veulent que la zone existe toujours comme ça et que ça reste ainsi comme ça, où il ne peut pas avoir de développement et ils ne veulent pas qu'il y ait en réalité une stabilité dans ce sens. Et tant que les gens n'ont pas changé de stratégie, c'est un problème de stratégie. La stratégie aujourd'hui veut que ces populations soient responsabilisées, que les groupes armés, que les mouvements revendicateurs qui ont une vision politique, qui ont un projet de société et qui représentent leur communauté de manière légale, on les écoute, on compose avec eux et on les responsabilise par rapport à leurs problèmes. Et vous auriez maintenant des interlocuteurs qui maîtrisent le terrain mieux que quiconque et qui savent qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Voici un peu la solution ou notre vision par rapport au problème. Et tant que cette vision n'a pas été respectée de part ou d'autre, vous auriez le même problème. Parce que vous savez que les causes vont produire les mêmes effets. Tant qu'on continue sur l'ancienne logique, nous allons trouver les mêmes résultats. Ce qu'après 10 ans, 20 ans, il y a les mêmes problèmes de rébellion. Et nous revenons encore à la case de départ. Donc c'est parce que maintenant, il faut changer de stratégie. Il faut accepter. Il faut avoir des responsables qui savent qu'il y a un problème et qu'une nation ne se crée pas par des problèmes, mais elle se crée sur des droits d'une manière libre et que les gens acceptent d'être ensemble pour créer une nation. Et c'est tant qu'on contredit, on contrecarre cette procédure, nous allons avoir les mêmes effets qui sont aujourd'hui sur le terrain. Bon, on sait que le gouvernement malien a accepté le dialogue. Il a même pris part à la réunion d'Alger. Bon. On sait que toutes les parties aussi étaient regroupées. Mais ne pensez-vous pas que cette cohésion pourrait être très fragile? Par exemple, on sait que le HCIA, un de vos alliés, a signé, selon nos informations, une plateforme d'accord avec le mouvement arabe Azawad tendance Ahmed Sidi Mohamed. Est-ce que ces imbrications-là ne peuvent pas un peu créer des fissures au niveau même du regroupement des mouvements azawadi? Je suis d'accord, je pense qu'on se contredit. Je vous ai dit que tous ces mouvements ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a toujours des parties prenantes qui essayent d'empêcher à ces mouvements ou à cette population de pouvoir s'organiser. On trouve toujours une astuce à créer un désordre. Et je suis d'accord avec toi aussi que je dis que cette logique, c'est cette volonté. Parce qu'en fait, quand vous dites que le gouvernement du Mali a toujours accepté d'aller aux négociations, mais il y a la volonté. On peut aller dans une négociation sans pourtant avoir la volonté de négocier. C'est-à-dire que c'est un problème de volonté. Il faut qu'à un moment donné, que les gens aient la volonté de pouvoir quitter ce problème. Et tant qu'on n'a pas la volonté, tant que les gens cherchent à contourner la solution du problème, si un problème n'a pas de solution, c'est qu'il a été mal posé. Et tant qu'on continue à empêcher la thèse qui vous permet de trouver la solution du problème, vous continuez à la trouver une autre issue, vous allez encore avoir une mauvaise solution. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, il est de l'intérêt du gouvernement du Mali, il est de l'intérêt des pays limitrophes d'accepter à ce que ces populations partent librement dans un cadre où ils peuvent défendre leurs droits. Et tant qu'on continue à les créer, à agir pour créer des cisanies entre elles et des différences, on peut trouver quelque chose. Mais est-ce que cette paix, quelle est sa durée de vie? Elle sera comme les autres, 10 ans, 5 ans, une année, et puis il n'y aura pas de paix. Je pense qu'après 50 années, les gens ont suffisamment d'expérience pour revenir à la réalité, pour poser les vrais problèmes, pour laisser ces populations nomades,
qui, depuis l'indépendance, ont refusé d'accepter d'aller avec le gouvernement du Mali. Et ils l'ont manifesté dans une lettre par 300 chefs de fraction. Il faut leur donner aujourd'hui la logique d'aller poser leurs problèmes, négocier avec l'État, le gouvernement du Mali, parce que l'accord de Ouaga, on est d'accord pour conserver le territoire, la limite territoriale. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur, il faut qu'on trouve ça. Il faut qu'il y ait un contrat social entre nous et le gouvernement du Mali. Il faut que nous acceptons de créer une nation. Il faut que le gouvernement du Mali accepte de dire que la solution aujourd'hui, c'est de discuter et c'est de trouver une stabilité politique. Et tant que cette logique ne sont pas arrivées, quand c'est la mauvaise volonté, quand on veut toujours créer des différences entre les différents groupes, quand on continue à armer une fraction par rapport à l'autre, une communauté par rapport à l'autre, on ne va pas trouver une solution. Toutes les solutions seront des solutions éphémères et ne vont pas créer une stabilité au niveau de la Zawad. Donc dans quelques jours, vite 14-15 juillet, une réunion à Alger va reprendre. Donc ça doit être le 4e round de vos rencontres. Qu'attendez-vous justement de cette réunion? Moi, je pense que aujourd'hui, c'est une phase. Cette phase, quand on entend discuter de l'autorité algérienne, c'est quoi? C'est une phase dans laquelle il est prévu qu'on doit d'abord déterminer de savoir qui est le médiateur. Deuxièmement, d'abord, il faut trouver les points de divergence. Quel est le problème de divergence? Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui ont été déposées à Alger. Nous, on a déposé une plateforme à Alger. Le gouvernement mali peut-être a déposé aussi sa vision. Donc, il faut lever les points de divergence et confier les différents points de divergence au niveau du médiateur qui va travailler là-dessus. Et le médiateur va essayer de se faire aussi maintenant sa feuille de route. Le médiateur, vous voulez dire algérien? Le médiateur, parce que maintenant, il est qui? Parce que jusqu'à présent, on n'est pas d'accord sur un médiateur. Jusqu'à présent, l'Algérie joue le rôle de facilitateur jusqu'à nos jours. Donc c'est ici, de cette réunion du 14, qui sera défini un médiateur et aussi une feuille de route de la médiation. Et il sera aussi défini les points de divergence sur lesquels le médiateur va travailler. Et aussi essayer de faire les mesures de confiance par rapport au cessez-le-feu. Parce qu'il faut finalement l'appliquer et lui donner un corps. Donc voici un peu ce que les gens attendent de la rencontre d'Alger. Est-ce que vous avez un dernier mot, monsieur le secrétaire général? Donc moi, mon dernier mot, c'est d'abord toujours mes remerciements par rapport à votre chaîne. Nous la remercions parce qu'ils nous ont accompagnés dans toutes nos procédures. Merci. Et chaque fois quand il y a un événement au niveau de l'Azawad, Sahel est toujours présent. Et je pense que le nom même, on s'y reconnaît là-dedans, parce qu'en fait c'est une zone dans laquelle nous on se trouve. Et nous allons dire aussi que c'est une chaîne même azawadienne, parce que déjà l'Azawad est une partie du Sahel. Nous vous remercions. Nous remercions aussi les autorités mauritaniennes, nos frères mauritaniens, par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire, surtout les réfugiés, surtout les populations diminuées qui sont venues à leur niveau, chassées par l'insécurité. Voici un peu nos points de remerciement. C'est aussi dire aux téléspectateurs, nous les remercions vraiment d'avoir pris le temps de nous écouter, et dire aussi aux Azawadiens que la lutte doit continuer et qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés à aller de l'avant et à poser les problèmes, les vrais problèmes, poser les problèmes pour avoir des vraies solutions, des solutions à travers lesquelles nous pouvons vraiment vivre très longtemps dans une ambiance qui n'est pas comme le passé. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Je rappelle que vous étiez avec nous, monsieur Sidi Ibrahim Ould Sidat, secrétaire général du mouvement arabe de l'Azawad, qui nous a accordé cet entretien en exclusivité. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et pour une bonne suite de nos programmes sur Sahel TV.